À vous entendre, mesdames et messieurs les chefs de file, je me dis que j'ai eu raison d'appeler cette grande consultation chantier, parce que c'est vraiment une mise en chantier que vous nous proposez sous tous ses aspects, et une mise en chantier qui est destinée, je crois, à réformer profondément la justice. Je vous remercie donc pour la richesse de vos conclusions qui démontrent l'ampleur du travail accompli, mais surtout l'immense diversité du travail qui reste à accomplir. Ces propositions constituent pour moi un socle extrêmement solide, un socle novateur également pour bien des propositions, qui va me permettre d'élaborer des pistes de travail que je soumettrai à concertation dès la fin du mois de janvier. Cette concertation est en effet, je crois, un préalable indispensable à l'élaboration des axes de la loi de programmation que le Premier ministre m'a demandé de présenter au Conseil des ministres au printemps 2018. Ma méthode est donc claire. Consultation tout d'abord, pour faire émerger des propositions innovantes, car rien n'était écrit, contrairement à ce que j'avais pu lire également, des propositions innovantes, solides et opérationnelles, car c'est de l'efficacité de la justice dont il s'agit. Concertation ensuite avec tous les acteurs du monde de la justice, dans le cadre d'un dialogue sans lequel, je crois, rien n'est jamais possible. Décision politique, enfin, sur cette base, pour s'engager dans le débat parlementaire. La loi de programmation, qui contiendra des dispositions pénales, est naturellement une priorité, et c'est ce qu'avait annoncé le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Cette loi de programmation nous donnera une visibilité sur les moyens alloués au service public de la justice pour l'ensemble du quinquennat. Ce processus est d'ores et déjà bien engagé, puisque le ministère a bénéficié en 2018 d'un effort budgétaire très important, avec une hausse de 3,9% et la création de 1000 emplois supplémentaires. Le gouvernement souhaite désormais inscrire cet effort dans la durée. Ma conviction est que ces moyens nouveaux doivent nous permettre de nous engager sur la voie d'une transformation puissante. Cet effort budgétaire doit en effet être au service d'une ambition réelle pour la justice. Ma conviction est également que nous devons penser la transformation de la justice d'un point de vue global. C'est le sens des 5 chantiers que vous avez conduits, mais également d'autres projets qui sont menés parallèlement. Je les évoquerai en conclusion. La consultation que vous avez menée montre d'ailleurs combien les sujets se répondent les uns aux autres. Vos interpellations d'un chef de file à l'autre en portent le témoignage. Comment penser la modernisation de nos procédures, pénales ou civiles, sans concevoir le passage dans l'ère numérique du monde de la justice et sans réfléchir à l'adaptation de notre réseau? Vous l'avez très bien montré. Tout se tient. Chacun des chefs de file m'a dit aussi que l'ensemble des acteurs rencontrés souhaitent que les choses changent, que cela bouge, que cela marche mieux. Au-delà des différences de point de vue, des attentes parfois distinctes ou des préoccupations légitimes de chacun, je relève que partout, c'est une envie de justice qui s'exprime et c'est à cette envie qu'il nous faut maintenant répondre. Je suis convaincue, et me concernant, ce n'est pas une formule d'usage, mais bien une conviction profonde, je suis convaincue donc que nous pouvons trouver des solutions qui, ensemble, nous permettent de faire changer la justice. Je ne vais pas ici reprendre chacune des propositions avancées par les chefs de file. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un socle précieux pour moi sur lequel je vais travailler pour établir des pistes qui seront donc soumises à concertation dans une quinzaine de jours. Je ne vais pas reprendre les propositions qui ont été formulées, car je crois effectivement que le mieux sera que nous lisions ou relisions les rapports qui ont été rédigés, car ils sont extrêmement riches et denses.
Je voudrais simplement, sur cette base, dégager quelques axes de réflexion qui me semblent importants. Tout d'abord, sur la transformation numérique. J'ai envie de dire que c'est là le cœur du réacteur et que la crédibilité des évolutions que nous pourrons porter est intrinsèquement liée aux réussites que nous serons capables d'afficher dans ce domaine. Sans transformation numérique, il n'y aura pas aujourd'hui de transformation de la justice. Et je dois avouer qu'en vous lisant, je ne suis pas restée sur ma faim. L'ambition est là, présente, affichée. Elle concernera bien entendu les juridictions, mais aussi l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse et l'administration centrale de notre ministère. Des pistes ont été tracées, et vous les avez évoquées, avec le dossier numérique unique, la possibilité pour le justiciable d'accéder numériquement à sa procédure, le développement de la médiation avec des acteurs responsables et sérieux, mais aussi l'identification numérique, puisqu'il ne faudrait plus parler de signature, ou encore des débouchés sur des audiences civiles, par exemple, complètement interactives et intelligentes. J'attache aussi beaucoup de prix au souci que vous avez exprimé, qui consiste à ne pas éloigner davantage les plus démunis de l'offre de justice. C'est ma préoccupation, elle est très forte, et de ce point de vue, les pistes que vous avancez avec les barreaux, les associations, en renforçant les SAUJ, sont tout à fait stimulantes. Enfin, vous appelez à une mise en œuvre rapide, cadencée, mais aussi prospective, et j'ai bien retenu, évidemment, l'idée du conseil de prospective qui devrait m'entourer, qui devra m'entourer. Vous avez, sur ces différents points, 1000 fois raison, et cela se traduira dans le plan de transformation numérique du ministère, pour lequel, avec les services concernés que je tiens ici à remercier, je vais m'engager avec la plus grande énergie, je puis vous l'assurer. L'adaptation du réseau des juridictions ensuite. Je ne reprends pas l'ordre dans lequel vous êtes intervenu. C'est un sujet qui a suscité des inquiétudes, des mobilisations et des polémiques. Je comprends les inquiétudes, évidemment. Je respecte les mobilisations. Je regrette les polémiques. La méthode qui a été suivie est à la hauteur des enjeux. Vous l'avez rappelé, je crois, Philippe ou Dominique, plus de 200 personnes ont été entendues, une multitude de contributions ont été réunies, et cela a nécessité des heures de travail. Cela a été nécessaire et cela le sera encore. Cette écoute et ces échanges sont de nature à permettre de répondre aux questions tout en traçant des pistes qui laissent espérer une adaptation de notre réseau. Cette adaptation est en effet nécessaire. Elle est nécessaire car, je le disais à l'instant, comment comprendre que nous nous engagions dans un mouvement de transformation de l'ensemble de notre système sans en envisager les conséquences sur notre réseau des juridictions. Elle est aussi nécessaire car il faut améliorer la lisibilité de ce réseau avec pour unique boussole la qualité de la justice pour notre bien commun. Je reprends les propos de Monsieur le Premier Président ce matin à la Cour de cassation, à la fois pour notre bien commun et la proximité nécessaire aux justiciables. L'une ne peut aller sans l'autre. Les principes que vous avancez sont simples et reposent sur un prérequis que j'avais fixé, aucune fermeture de lieu de justice. C'est d'ailleurs un prérequis que le Président de la République avait lui-même précisé. Vous proposez ainsi qu'aucune cour d'appel ne soit fermée. Elles conserveraient toutes un premier président et un procureur général, mais seraient engagées des mises en cohérence avec l'échelon administratif régional, des coordinations régionales pour mieux travailler en réseau, une meilleure répartition de certains contentieux spécialisés et d'autres points encore. Vous proposez également que toutes les juridictions de première instance soient maintenues pour préserver la proximité et ne pas dévitaliser nos territoires, tout en opérant entre tribunaux judiciaires, nouvelle appellation que vous proposez et qui me séduit pleinement, et tribunaux de proximité, de nouvelles répartitions de contentieux, avec là encore des spécialisations.
Les principes que vous avancez constituent une base de départ claire et raisonnable pour engager la phase de concertation que vous préconisez sur le terrain et que je conduirai également au niveau national. Sur l'amélioration et la simplification de la procédure pénale, ce chantier a été marqué par la qualité du travail mené conjointement avec les forces de police et de gendarmerie, comme nous l'avons souhaité dès l'origine avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. En tout cas, pour ce qui concerne bien évidemment la phase d'enquête. Il nous faut raisonner en termes de continuité de la procédure pénale, de l'enquête au jugement. Tout en maintenant un niveau élevé de garantie, nous souhaitons, et vous le proposez, alléger les tâches des forces de l'ordre et des parquets pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui est utile et efficace. C'est aussi d'ailleurs l'une des conditions pour assurer la sécurité du quotidien. La forfaitisation, l'allongement de la durée de l'enquête de flagrance, la clarification des techniques spéciales d'enquête sont des pistes vraiment intéressantes. Certaines, en revanche, me semblent plus problématiques, comme l'allongement de la garde à vue à 48 heures, et il faudra réfléchir à nouveau à ce sujet. La phase du jugement est également concernée par les nombreux items que vous dégagez. À partir de vos propositions, j'engagerai donc une concertation sur la base de vos 30 propositions que je relirai et retravaillerai. J'engagerai donc une concertation pour aboutir donc dans un premier temps à la loi pénale du printemps, mais aussi dans un temps plus médian à une refonte totale du Code de procédure pénale et peut-être à la création d'un Code des peines. Sur la simplification de la procédure civile, là encore, la trentaine de propositions avancées sur ce chantier constitue un gisement extrêmement riche. Vous vous êtes placé, comme les autres chefs de file, résolument du point de vue du justiciable. Et c'est en matière civile, cette justice à laquelle tout le monde est confronté, absolument essentielle. Engager une nouvelle étape dans la dématérialisation de la justice civile, accroître le recours aux mesures alternatives de règlement des litiges, aller vers un acte de saisine judiciaire unique, rationaliser la mise en l'état des affaires, mieux régler les petits litiges, mais aussi mettre en place l'exécution provisoire des jugements de première instance. Voici autant d'axes de réforme qui auront un impact direct sur la vie quotidienne de nos concitoyens et qui pourront les réconcilier avec une justice qu'ils jugent souvent trop lente et trop complexe. Enfin, le chantier consacré au sens et à l'efficacité des peines est sans doute l'un des plus délicats à traiter. Il faut l'aborder en écartant d'emblée les fantasmes, les présupposés idéologiques et les tentations polémiques. L'art est compliqué et difficile. Je souhaite qu'en ce domaine, on ne se paie pas de mots, mais que nous avancions pour assurer une réelle lisibilité et une véritable efficacité de la peine. Le travail que vous avez mené va nous y aider assurément. La systématicité de certains dispositifs, comme l'aménagement de peines automatiques, engendre de la complexité et de la lourdeur, là où il faudrait être plus attentif aux situations et assurer une mise à exécution de la peine plus rapide et donc plus efficace. Vous posez aussi légitimement la question des condamnations à de courtes peines d'emprisonnement, dont on sait qu'elles génèrent de la récidive. Et vous faites à ce sujet des propositions fortes. J'y accorderai beaucoup d'attention. De tout cela, je tire la conviction que nous devons revenir au sens que nous souhaitons donner à la sanction pénale. Celle-ci doit répondre à 3 objectifs: punir les délinquants, protéger les citoyens, réinsérer ceux qui se sont amendés. Vous montrez bien que la surpopulation carcérale est à la fois la conséquence et la cause de nos insuffisances et même de nos échecs, comme c'est le cas, par exemple, en matière de détention provisoire. Quand l'emprisonnement est nécessaire, il faut prononcer une telle peine avec la plus grande des rigueurs. Quand cette solution n'est pas adaptée, il faut pouvoir choisir des peines qui ne soient plus considérées comme alternatives,
mais bien comme des sanctions qui, par elles-mêmes, sont des sanctions coercitives, utiles, efficaces, et je pense bien entendu ici, vous l'avez rappelé, aux travaux d'intérêt général et au placement sous bracelet électronique. C'est la philosophie qui sous-tend votre rapport, c'est également la mienne. Mesdames et messieurs, ces chantiers sont ambitieux et pour la justice et au service des justiciables. Avant même le débat parlementaire, je souhaite y associer étroitement les élus nationaux qui se sont d'ailleurs largement impliqués déjà sur certains de ces chantiers. Il sera utile de construire, par exemple, avec eux, une batterie d'indicateurs pour mesurer le suivi des actions que nous élaborerons. Avec notre engagement collectif, nous contribuerons ainsi, me semble-t-il, à améliorer l'efficacité de notre système. Vous le voyez, nous avons devant nous un programme de travail à la fois considérable et urgent. Tout, bien sûr, ne pourra pas s'accomplir au cours de l'année qui vient de s'ouvrir. Des chantiers comme ceux du numérique demandent des investissements et du temps. Mais l'année 2018 sera décisive car elle sera celle des choix que nous devrons traduire dans la loi pénale et la loi de programmation. Au-delà des choix qui découleront des chantiers à proprement parler, nous devrons également trancher sur des lieux, des procédures, une attention au public en difficulté et, surtout, une gestion des ressources humaines, moteur de la transformation que je souhaite impulser. Quant aux lieux, tout d'abord, 2018 sera l'année des choix définitifs des sites sur lesquels nous construirons de nouveaux établissements pénitentiaires, selon des conceptions différenciées, adaptées aux détenus dont nous aurons à assurer la prise en charge. Nous pourrons ainsi disposer de 15 000 places de prison supplémentaires, comme s'y était engagé le président de la République. C'est la condition pour que nous puissions respecter les exigences de l'encellulement individuel, qui est aussi un des éléments d'efficacité de la peine. Nous avons d'ores et déjà, sur ce point, mobilisé les préfets qui nous ont proposé des terrains, notamment en région parisienne et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La loi de programmation devra également comporter des dispositions juridiques qui nous permettront d'accélérer ce programme de construction. Cette même loi devra nous permettre également de diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants. Le gouvernement a décidé de créer 20 nouveaux centres éducatifs fermés, mais cette création doit aller de pair avec la définition d'un véritable parcours éducatif associant milieu ouvert et milieu fermé. J'ai demandé à la protection judiciaire de la jeunesse de me faire des propositions en ce sens. Quant aux procédures, la loi de programmation devra nous permettre de renforcer la justice antiterroriste qui constitue, pour moi, un des défis principaux auxquels est confronté le ministère. J'ai annoncé que je souhaitais que nous réfléchissions à la mise en place d'un parquet national antiterroriste, mais ce n'est pas le seul axe de notre réflexion. Nous devons aussi renforcer le suivi des détenus terroristes radicalisés. J'ai conscience des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Je sais que les réponses ne sont pas simples, mais nous devons évaluer, d'une part, et assurer la détention de ces détenus dans des conditions optimales de sécurité pour la société. Nous devons également mettre en œuvre une prise en charge mieux adaptée des victimes de terrorisme. Il faut, et cela a été dit dans les rapports, que le magistrat instructeur puisse se consacrer entièrement à la conduite de ces investigations pour que les auteurs d'actes terroristes puissent être jugés plus rapidement. Et il faut également que les victimes puissent être indemnisées de manière adéquate. C'est une mission que nous sommes en train de conduire actuellement. Par ailleurs, je souhaite rappeler que nous porterons une attention particulière au public en situation difficile, en accompagnant de manière soutenue la politique de la ville, en mettant en place un système efficace et pérenne d'aide juridictionnelle. La mission confiée au corps d'inspection sur ce sujet devrait d'ailleurs rendre prochainement ses conclusions, et en faisant en sorte que l'État reprenne à sa charge l'évaluation et la mise à l'abri des mineurs non accompagnés.
Plusieurs chantiers sont donc ouverts de ce point de vue et je pourrais également évoquer devant vous la question des majeurs sous tutelle sur lesquels nous devons également travailler à nouveau. Enfin, et c'est pour moi l'essentiel, nous devrons également répondre aux enjeux en termes de ressources humaines au sein de ce ministère. Il n'y aura pas de réforme de la justice sans l'investissement des personnels qui y concourent et donc sans une attention soutenue portée à leur cadre de travail et à leurs conditions de travail. Ainsi, nous ne réussirons pas à assurer l'effectivité des peines et à améliorer la situation de nos prisons si nous ne parvenons pas à recruter suffisamment de surveillants pénitentiaires et à leur donner des conditions de travail et de sécurité satisfaisantes. Au moment même où je m'adresse à vous, des surveillants manifestent devant certains établissements pénitentiaires. Leur mouvement s'est cristallisé après l'agression dont 4 d'entre eux ont été victimes à Vendin-le-Vieil. J'ai apporté immédiatement à ces 4 victimes le soutien de l'ensemble du ministère. Le mouvement des surveillants est compréhensible, j'entends leurs inquiétudes, je sais la difficulté de leur métier et les risques encourus pour contribuer à la sécurité de nos concitoyens, parfois au péril de leur vie. Je continuerai donc avec détermination à travailler à l'amélioration de leurs conditions de travail et de leur sécurité. Je souhaite donc dialoguer avec ces professionnels et leurs représentants afin de dégager les solutions les plus adaptées dans le respect des principes qui fondent notre droit. L'expression du mécontentement doit, me semble-t-il, déboucher sur le dialogue, qui est seul à même de faire émerger des solutions nécessairement à notre portée. Un effort devra également être conduit pour le personnel d'insertion et de probation, grâce auquel les progrès que nous souhaitons toujours en matière du sens et de l'efficacité des peines pourront réellement devenir effectifs. En un mot, nous devons améliorer l'attractivité des métiers de l'administration pénitentiaire et nous devrons donc prévoir des mécanismes incitatifs pour assurer la fidélisation de ces personnels. Par ailleurs, mais dans le même sens, nous ne réussirons pas à améliorer la situation de nos juridictions si nous ne nous attaquons pas aux vacances de poste et si nous ne mettons pas en place une politique de mobilité permettant de stabiliser les équipes tout en maintenant une nécessaire mobilité géographique et fonctionnelle. Nous devrons également développer, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, les équipes autour du magistrat. C'est ce à quoi je me suis engagée pour la durée du quinquennat. Quant à la protection judiciaire de la jeunesse, je soulignerai que la diversification des modes de prise en charge des mineurs par ces professionnels nécessite, elle aussi, une amélioration de la situation en termes de ressources humaines pour plusieurs catégories d'agents. À tout cela, je m'engage vraiment. C'est une condition sine qua non de notre réussite collective. Bien entendu, et je tiens ici à le rappeler, nous ne pourrons transformer ce ministère que dans le dialogue et le respect. Vous pouvez être pleinement assuré du mien, ainsi que de ma reconnaissance pour le travail accompli par l'ensemble des personnels de ce ministère. Je ne saurais enfin terminer mon propos sans mentionner le fait que je serai également amenée cette année à porter la révision constitutionnelle annoncée par le président de la République devant le Parlement. Cette révision comportera différents volets, mais elle nous permettra notamment, ainsi que le président de la République l'a dit ce matin à la Cour de cassation lors de la rentrée solennelle, elle nous permettra notamment de renforcer les garanties d'indépendance des membres du parquet en prévoyant leur nomination après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réforme nous permettra également de supprimer la Cour de justice de la République et de la remplacer par des dispositifs adaptés. Mesdames et messieurs, la transformation de la justice est une œuvre collective réalisée par l'ensemble des agents de ce ministère et par les professions du droit. Chacun doit y apporter sa pierre et nous sommes aujourd'hui en mesure, à partir de solides fondations, grâce au travail accompli par chacun d'entre vous et
à celui qui reste à mener de conduire et d'aller vers cette transformation. En 1988, à l'orée de son second septennat, François Mitterrand exhortait ainsi les Français. Sur le chantier de ces valeurs, toujours neuves, pour ces combats de chaque jour qui se nomment liberté, égalité, fraternité, aucun volontaire n'est de trop. C'est dans cet esprit, mesdames et messieurs, que je souhaite conclure mon propos, car c'est dans cet esprit, pour le respect de ces valeurs, que j'ai lancé les chantiers de la justice. Et en effet, pour cette ambition, aucun volontaire ne sera jamais de trop. Je compte donc sur chacun d'entre vous pour que nos chantiers transforment la justice au service de l'intérêt général et au service de tous les justiciables. Pour que vive cette ambition qui trace le chemin, ce quotidien qui ancre nos désirs dans le réel, je formule pour vous tous, collectivement, et pour chacun d'entre vous, à titre personnel, des vœux de très bonnes et heureuses années, qu'elles soient à tous égards enthousiasmantes et prospères. Je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous remercie.